Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les Carnets de l'IA, le podcast indépendant numéro 1 sur l'IA qui explore comment intégrer l'intelligence artificielle en entreprise. Dans chaque épisode, je reçois des experts qui partagent leur retour d'expérience, par où commencer, quelles bonnes pratiques adopter et comment transformer concrètement votre organisation. Les Carnets de l'IA est un podcast de la Cité de l'IA. Un grand merci à la Fondation MMA des entrepreneurs du futur qui soutient votre podcast. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui dans les locaux de la Caisse d'épargne Hauts-de-France avec Benoît Raffin-Pelloz. Bonjour Benoît. Bonjour Manuel. Alors, tu es directeur data et IA de la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter également ta structure, la Caisse d'épargne Hauts-de-France ? Oui, bien sûr. Benoît Raffin-Pelloz, je suis directeur data et IA à la Caisse d'épargne Hauts-de-France maintenant depuis 10 ans. La Caisse d'épargne Hauts-de-France, c'est une des caisses d'épargne régionales du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne. Le groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Et donc, ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans la data et l'IA. Auparavant, j'ai travaillé en tant que directeur informatique dans la caisse d'épargne. Okay. Et précédemment encore, également dans l'informatique dans un groupe industriel. Alors, 10 ans dans la data et l'IA, c'est depuis plus longtemps que beaucoup d'entreprises. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le chemin parcouru par Caisse d'épargne Hauts-de-France sur ce sujet et quelles sont finalement les conclusions et les étapes actuelles ? Ça fait déjà effectivement un petit chemin sur la data et l'IA. J'aimerais commencer par ça. J'ai toujours insisté sur le fait qu'une banque, il y a deux composantes. C'est bien évidemment des hommes et des femmes et c'est aussi un système informatique avec beaucoup de données historiquement. Oui. Mais même si effectivement on a toujours utilisé dans la banque énormément de données, on peut se dire vraiment qu'on a eu un cap, un changement au niveau de la Caisse d'épargne Hauts-de-France depuis à peu près 10 ans avec ce que j'appellerais la professionnalisation de la data et de l'IA. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, on avait été dans une organisation assez déstructurée où tout le monde utilisait la data au quotidien ou l'IA. Et depuis 10 ans, ce qu'on a vraiment fait, nous, au niveau de la Caisse, c'est de le professionnaliser. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être emblématiques de cette professionnalisation, des actions que vous avez lancées ? Déjà, ça passe par une organisation. Alors, Ouais. ce qui est assez marquant dans notre caisse, peut-être qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les caisses ou les banques régionales, c'est une organisation très centralisée. On a construit chez nous ce qu'on appelle un centre de service où toutes les compétences data et IA de l'entreprise sont regroupées au sein de ma direction. Et on est amené à travailler pour toutes les directions de l'entreprise, que ce soit le retail, le marché entreprise professionnel, qu'il s'agisse également des directions finance, engagement ou sur la communication par exemple. D'accord. Et quand tu dis on, quels sont les profils en fait qui peuvent intervenir ? Comme on est sur un actif assez stratégique pour la banque, Ouais. on est déjà essentiellement avec que des équipes internes. On a D'accord. très peu de prestations chez moi. Et automatiquement, on est sur des profils Bac+5. Alors, on a beaucoup d'ingénieurs. Moi, je suis ingénieur de formation, donc j'avoue, j'ai un peu cette affinité avec la filière. Mais j'ai également des formations, des masters, universités de la région. Je pense que ce qui est intéressant dans le parcours de Caisse d'épargne Hauts-de-France, c'est justement cette trajectoire sur 10 ans. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu les grandes étapes de la mise en place de tout ce qui est autour de la professionnalisation de la data et l'arrivée de l'intelligence artificielle que vous avez pu porter ? Il y a eu d'abord une première étape. Ça peut paraître maintenant un peu archaïque, mais on a beaucoup automatisé autour de la data. En fait, on avait 3 enjeux il y a une dizaine d'années. Il y avait un problématique de risque opérationnel avec beaucoup de traitements autour de la donnée. On parlait même pas encore trop d'IA, si ce n'est un peu de machine learning. Oui. Beaucoup de problèmes autour du risque opérationnel, beaucoup de problèmes sur aussi la capacité à traiter des gros volumes. On perdait énormément de temps et un vrai enjeu d'efficacité. D'accord. Et le troisième, c'était de tirer de la valeur ajoutée. Donc, on a d'abord travaillé sur ces 3 enjeux, essentiellement sur l'efficacité pour gagner du temps dans les activités au quotidien, et tout en diminuant le risque opérationnel. Et c'est vrai qu'on a eu un petit virage depuis 4-5 ans autour de l'intelligence artificielle. Alors, bien avant même l'IA générative, on était plutôt axé sur le machine learning et voir effectivement comment on pouvait tirer de la valeur ajoutée avec les datas. Et ça s'est accéléré, bien évidemment, avec l'IA générative depuis ces 3 dernières années. D'accord. Alors j'imagine, comme beaucoup d'organisations, vous avez mis en place des outils internes d'IA générative. Quelle est la conclusion après quelques années ou quelques mois d'usage ? Je ne sais pas de combien de temps ça remonte. Nous, ça remonte à quasiment quelques mois après, on va dire fin 2022, l'introduction sur le marché grand public de ChatGPT. Alors nous, sur l'IA, c'est vraiment, j'insiste sur le fait qu'on a une stratégie dans le groupe axée sur 2 jambes. La première, c'est l'IA pour tous. D'accord. Et c'est vraiment ça qu'on a d'abord enclenché, avec la mise en place, bien évidemment, comme dans tous les grands groupes, pour des raisons de sécurité, la mise en place d'un outil d'IA générative sécurisé interne, D'accord. qu'on appelle Maya et qui est fortement utilisé maintenant par les collaborateurs. Ok.
Et on a énormément accompagné le changement parce que même si voilà, on en parlait beaucoup dans la presse, dans le grand public et c'était très facile à utiliser, force est de constater que les utilisateurs et nos collègues au quotidien avaient plus d'appréhension à l'utiliser dans leur milieu professionnel. Donc une grosse phase d'accompagnement au quotidien. C'est intéressant peut-être de faire un petit zoom sur cet accompagnement parce que ça reste un point de difficulté dans beaucoup d'entreprises. Quelles sont les initiatives spécifiques que vous avez mis en place pour justement accompagner l'utilisation et faire en sorte qu'aujourd'hui les collaborateurs s'en servent peut-être un peu plus que dans d'autres entreprises? Sur l'acculturation, bien évidemment, je pense qu'il n'y a rien de nouveau et dans tous les grands groupes, toutes les entreprises, on trouve la même chose avec des kits de formation, des e-learning, bien évidemment. Mais on a été plus loin, surtout nous, en montrant des exemples d'utilisation. C'est ce qu'on a appelé, effectivement, on les a même transformés dans le groupe autour de ce qu'on appelle des assistants, c'est-à-dire c'est l'équivalent des petits GPT qu'on retrouvait chez OpenAI au début. Oui. Ça veut dire qu'on a mis vraiment, à chaque fois, on montrait des exemples aux collaborateurs sur les capacités de l'IA générative. En leur disant, voilà, tu as un document, par exemple, tu as 2 documents, tu as 2 versions de documents. Si tu veux gagner du temps pour vérifier 2 contrats, par exemple, de vérifier les différences entre les 2 contrats, on leur montrait des exemples vraiment pratico-pratiques. Qui est-ce qui s'occupait d'animer justement ce sujet-là dans les équipes? C'est les équipes Data IA ou alors c'est les managers? Il y a des collaborateurs dans mon équipe qui ont travaillé sur des sessions, des accompagnements. Il y avait aussi des équipes à la transformation chez nous. Il y avait aussi le groupe, puisque là je parle au nom de la Caisse d'épargne de France. Et on a également une filière Data IA qui est très structurée au niveau du groupe et qui nous accompagne tous les établissements. Donc c'est vraiment un travail commun et collégial entre nous. D'accord, merci pour ce témoignage parce que ça illustre bien un point qu'on évoque souvent ici, c'est que la formation initiale, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant pour une adoption compétente et le fait de pointer des cas d'usage très concrets, en fait, c'est souvent une des clés intéressantes. Je te propose qu'on reprenne le fil de la discussion. Donc tu me disais, il y a 2 axes à la Caisse d'épargne de France, il y a l'IA pour tous et le deuxième axe du coup? Alors le deuxième axe, c'est très important parce qu'effectivement, l'IA pour tous, c'était la première phase et là, on est rentré dans ce qu'on appelle l'IA transformante. C'est tout simplement d'utiliser l'IA réellement pour transformer dans les outils, pour transformer les métiers. Et là, on est vraiment dans des phases de déploiement avec des cas d'usage assez emblématiques pour le groupe. Ça paraît peut-être anodin, mais c'est quelque chose qui peut transformer réellement la banque au quotidien. On a mis en marché au niveau du groupe un cas d'usage, ce qu'on appelle le creux augmenté. Donc le creux, c'est le compte-rendu d'entretien. Il faut savoir que nos conseillers reçoivent beaucoup de clients au quotidien. D'accord. Ils ont besoin de faire très rapidement des comptes rendus. C'est très important. Tous les signaux qu'on peut détecter chez un client, quel que soit son marché, de savoir s'il a des projets dans un avenir plus ou moins proche. Donc ça lui permet simplement de dicter son compte rendu très rapidement, de gagner du temps. Et il y a l'IA qui retransforme et qui améliore le compte rendu avec une synthèse hyper structurée qui peut être exploitée demain dans différents justement cas d'usage d'autres IA en fait. D'accord, excellent. Ça nous amène à notre première question. À travers les exemples que tu as pu traiter chez Caisse d'épargne Hauts-de-France, c'est assez illustratif, je pense, des réflexions que peuvent avoir les entreprises sur le retour sur investissement et le gain généré par les cas d'usage. Quel est ton regard et ton recul finalement sur cette question-là, de ce que ça rapporte à l'entreprise? Sur la data et l'IA, effectivement, c'est un vaste sujet, le retour sur investissement. Alors, j'ai là-dessus un certain nombre d'avis. Pour moi, il est très difficile de le mesurer concrètement. Depuis des années, on a beaucoup automatisé au sein de la banque, au travers de la data et encore une fois, et de l'IA. Il y a vraiment les 2 sujets sont très, très liés. Maintenant, ce gain de temps sur des fonctions de front office ou même sur des fonctions de back, finalement, c'est un gain de temps qu'on va utiliser pour réaliser des tâches ou des activités qu'on n'avait pas le temps ou finalement ou qu'on améliore en termes de qualité sur d'autres tâches. Donc ça a toujours été très difficile. Moi, à l'heure actuelle, je suis plutôt dans une approche très, très pragmatique où on sait qu'on gagne du temps, mais on n'est pas dans une logique purement comptable. On a quand même cette logique de comptabilité au niveau du groupe sur certains cas d'usage liés à la fraude, où on a quand même une devise qui est de dire 1 euro investi doit nous faire gagner 1 euro en fraude. D'accord. Mais au quotidien, c'est pas si évident que ça à mesurer. Oui, et je pense que parmi les raisons, c'est qu'effectivement, l'IA ne peut pas remplacer à 100% les métiers, et puis aussi qu'il y a beaucoup d'inconnus finalement qui se présentent dans le cours d'un projet qui empêchent l'estimation correcte au départ. Si tu as des exemples qui te permettent d'illustrer ces réflexions. Tout à fait. Alors déjà, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. On a également, je dirais, un message clair au niveau de l'IA, notamment l'IA générative au sein de la caisse, c'est de dire que c'est toujours des outils pour aider les conseillers.
Et on ne se voit vraiment pas demain à avoir des systèmes qui remplacent les conseillers. Il y a toujours une valeur ajoutée dans le conseiller, à orienter le client, à prendre aussi des éléments qui ne sont pas toujours tangibles. Il y a des éléments qu'on discute avec un client, ce n'est pas toujours évident à mesurer et à le prendre en compte. Donc on est vraiment toujours dans des outils d'aide au conseiller et c'est pour ça encore que ça devient plus compliqué à mesurer ce retour sur investissement parce qu'on n'est pas dans la suppression de postes, mais dans du gain de temps au quotidien. Et donc, je reviens sur mes propos d'avant qui est de dire très difficile à mesurer réellement le ROI. Alors, si j'étais un peu provocateur, je pourrais poser la question de dire, puisqu'il n'y a pas de ROI clair, à quoi ça sert de faire tout ça ? Ah si, parce qu'il y a quand même des éléments aussi, il y a bien évidemment, il y a du qualitatif. La qualité apportée par l'IA sur les outils, ça, elle se mesure. Après, il y a aussi le retour sur le terrain. Il y a aussi, faut énormément écouter nos collaborateurs qui utilisent les solutions. Et je pense que c'est ça le vrai ROI, c'est ça le vrai KPI. La qualité de l'emploi et l'attractivité. Exactement. Et puis quand vous avez des collaborateurs qui utilisent une solution d'IA et qui vous font des retours et qui vous donnent des illustrations au quotidien sur ce que ça leur a permis de faire, ça, je pense qu'effectivement, c'est quand même un bel indicateur de ROI. Très bien, merci pour ces éléments. Ça nous amène à notre deuxième question. On le voit à travers les exemples que tu as donnés, l'intelligence artificielle vient transformer, ou en tout cas vient s'inviter dans les métiers de la banque. Est-ce que aujourd'hui, tu as une vision de qui, quand et combien d'emplois ou de métiers vont être transformés par l'intelligence artificielle ? Très, très bonne question, Manuel. Clairement, on sait que l'industrie bancaire, au sens large, va être fortement touchée par l'intelligence artificielle, puisque toutes les fonctions de notre entreprise peuvent être plus ou moins, on va dire, remplacées, ou en tout cas, l'IA pourrait apporter une forte valeur ajoutée. Par contre, moi, je suis très humble sur le sujet. Là où certains grands économistes ou chefs d'entreprise annoncent 80-90% des métiers dans la banque qui vont être transformés grâce à l'IA et notamment l'IA générative. Je suis convaincu effectivement que ça va avoir un vrai choc dans l'industrie bancaire, mais à l'heure actuelle, j'en suis absolument incapable de savoir quels seront les métiers, à quelle vitesse et quelle ampleur. Mais il est évident que sur des fonctions notamment de middle office et sur des fonctions également de front, demain, il va y avoir des changements importants dans l'industrie bancaire. On l'a déjà vu dans les années récentes avec la banque en ligne qui a remis en cause, en partie en tout cas, le rôle des agences. Donc on peut s'attendre à une évolution, mais finalement, ça ne va pas forcément supprimer beaucoup d'emplois, ça va peut-être plutôt beaucoup en transformer. Exactement. Moi, je crois beaucoup plus à effectivement des métiers qui vont être transformés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens, on va prendre les engagements avec l'analyse de crédit, qui vont avoir une compétence mixte entre l'analyse financière d'un dossier et puis avec des compétences très, très poussées en termes de technologie et de savoir d'utiliser l'IA. Parce que même si on a de plus en plus d'outils d'IA qui sont assez didactiques, force est de constater qu'il faut quand même savoir les utiliser au quotidien. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment une transformation. Actuellement, dans la banque, on a quand même des profils très financiers et cette finance, effectivement, on va avoir demain des profils, on va dire, technico-financiers. Ça, c'est mon avis, effectivement, dans les 5-10 ans à venir. Dit autrement, l'IA permet de faire ce qu'on veut, mais encore faut-il savoir ce qu'on veut faire. Exactement, c'est très bien résumé. Très bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange, Benoît, qui était très éclairant pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Manuel. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.citia.fr. À bientôt.